C'est parfait. On est donc en direct et on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte sur Livestorm. Donc on va attendre quelques... J'ai un peu d'écho, il n'y a que moi ou c'est normal? Ah, vous avez un écho? Oui. Non, moi, j'ai pas d'écho. Ah, ça résonne, en tout cas, c'est comme si vous parliez dans un endroit qui résonne beaucoup. Avec moi? Non, moi, j'ai pas d'écho. Ah. Bonjour, moi non plus, j'ai pas d'écho. Ah. Merci. Je regarde même les paramétrages en cas où. Donc, comme j'expliquais, on va attendre que tous les participants se connectent peu à peu. Donc déjà, je remercie l'intervention de tous nos présentateurs pour notre festival des Deep Tech et pour leur interprétation et leur performance qui vont nous soumettre. Voilà. Donc je vais commencer peu à peu. Hop. Voilà. Je vais faire juste un petit rappel tout doucement des bonnes pratiques, puisqu'effectivement, Livestorm, c'est un peu l'équivalent en fait de Teams, de Zoom. Donc il y a quelques règles à prendre en compte. Si jamais vous avez des questions à nous échanger, il y a un petit onglet qui est en bas à droite de votre écran qui permet de soumettre votre question. Nous y répondrons bien sûr à la fin de toutes les présentations. Et si vous souhaitez nous faire un petit coucou ou échanger par exemple sur un petit problème technique, si jamais vous nous entendez mal, une vidéo qui a coupé ou voilà, un quelconque problème, n'hésitez pas d'aller dans le chat, encore une fois qui est en bas à droite de votre écran, tout simplement pour faire votre petite remarque ou le petit bonjour. Ça fait plaisir. Je vais me présenter, comme ça on continue tout doucement. Je suis donc Lisa Rocher, je fais partie de Systématique Paris Région en tant que chargée de mission RH au sein du pôle. Donc ça fait à peu près 1 an que je suis présente au sein de Systématique dans l'équipe des ressources humaines avec ma manager Armelle Ledal qui n'est pas présente aujourd'hui et mon autre collègue Madame Bettina Massengo où vous avez sûrement possiblement bien sûr eu affaire avec elle. Je vais juste parler quelques instants au début, en fait, pour faire une petite présentation de ce que c'est la reconversion au sein de Systématique, mais aussi quels sont nos intervenants. Donc tout d'abord, nous avons 4 principaux acteurs au sein de la reconversion. Après, je vais bien sûr détailler. Hein. On commence tout d'abord avec les collectivités territoriales qui sont représentées par Mélissa Germain, que vous verrez bien sûr après, de Pôle emploi, qui est aussi représenté par Myriam Thomas, l'organisme de formation. Alors, nous sommes accompagnés de 2 organismes pour cette présentation, donc de Doranco et de EQL, et les entreprises avec Coesi, avec monsieur Hervé Dossin. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la reconversion au sein de Systématique? Sachez que nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque c'est un dispositif de retour à l'emploi dans les métiers de numérique qu'on a mis depuis 2016. Tout simplement, on s'est rendu compte qu'il y a une situation critique en termes d'emploi du numérique. Bon, on n'est pas les seules thématiques touchées, mais c'est le plus important puisque c'est notre métier. Et en fait, on s'est rendu compte que les PME avaient du mal à trouver les talents nécessaires pour les accompagner en fait dans leur activité. Donc nous, on a conclu qu'il fallait qu'on sorte un peu de ce recrutement qui est un peu has-been, si je peux me permettre, qui est donc trouver des alternatives, dont la reconversion. La reconversion, c'est une action win-to-win, puisque nous allons accompagner une personne qui est demandeur d'emploi à trouver en fait un métier de cœur pour pouvoir se reconvertir et ainsi pouvoir avancer. Et les entreprises qui sont en recherche justement de ces talents et de ces compétences, on va les mettre en relation avec elles. Donc, d'un côté, nous avons les PME ont besoin de compétences et de l'autre côté, les compétences dormantes qui sont au sein de Pôle emploi. Nous, notre ambition, c'est vraiment de mettre la formation au service de l'emploi, puisque ces personnes vont vraiment être formées par rapport aux besoins de l'emploi actuel
Et c'est pour ça que nous avons décidé de partir des besoins exprimés par les entreprises, que nous réalisons chaque année via une enquête RH. Et nous prenons en compte justement les besoins de compétences et toutes ces techniques. Voilà. Et c'est pour ça que nous travaillons avec des organismes de formation qui sont spécialisés dans la reconversion, qui permettent de répondre au plus près des besoins des PME. Enfin voilà. Donc nous travaillons avec ces différents intervenants qui sont vraiment tous spécialisés dedans et qui nous aident au quotidien dans notre mission. Voilà. Et donc, grâce à cette reconversion professionnelle, on favorise le retour à l'emploi, on accompagne justement les PME à répondre à leurs besoins en termes de compétences et d'emploi, et nous avons vraiment une situation win-to-win. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue, j'aimerais pas trop impacter sur le temps et voilà, et empêcher à nos magnifiques présentateurs de réduire leur temps de parole. Donc, je me permets de donner la main à Mélissa Germain, qui est justement la représentante du Val-de-Marne. Merci Lisa, bonjour à tous. Donc du coup, aujourd'hui, je représente le conseil départemental du Val-de-Marne. Donc effectivement, moi, je suis chargée de projet Opération Emploi au sein d'une nouvelle direction qui a tout juste 1 an. Donc c'est la direction de l'action sociale et de l'insertion et des parcours vers l'emploi. Donc du coup, je vais vous expliquer également comment est-ce que l'on travaille avec Systématique dans le cadre de la reconversion professionnelle. Je vais fonctionner un peu sous forme d'entonnoir. En commençant par la mission du conseil départemental du Val-de-Marne. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez sûrement quels sont nos principaux leviers. Donc du coup, la mission principale et pourquoi j'interviens aujourd'hui, donc c'est l'accompagnement du public éloigné de l'emploi. Donc au sein de ce conseil départemental, donc comme j'ai dit, il y a la direction de l'action sociale et des parcours vers l'emploi sur laquelle je fais partie et du service insertion emploi où nous avons une spécificité d'accompagner le public RSA vers l'emploi. Et donc est venue la question de comment est-ce qu'on va accompagner ce public qui est parfois sur une durée plus ou moins longue, donc des fois de 3 ans ou parfois moins dans ce dispositif à RSA. Donc comment est-ce que l'on va mettre en place des actions qui peuvent les mobiliser, qui peuvent également durablement les faire sortir de ce dispositif pour les accompagner vers l'emploi. Donc nous avons décidé de mettre en place des actions pour la reconversion professionnelle. Et pareil, on s'est demandé quel était un peu le partenaire idéal, entre guillemets, pour nous accompagner vers cette reconversion, sachant que le numérique est quand même un levier important de nos jours sur une nouvelle ère en 2023. Et donc, du coup, nous avons sollicité Systématique donc, depuis quelques années, à peu près 3 ans, donc sur certaines actions. Donc, Systématique est notre partenaire principal via une convention donc avec le conseil départemental du Val-de-Marne. Et à ce jour, donc là, je reviens un peu à comment est-ce qu'on a mis tout ça en place, comment est-ce qu'on est en train de mettre tout ça en place avec Systématique. Donc à ce jour, on travaille de différentes manières. Alors, il faut savoir qu'on travaille avec 3 principaux acteurs, si je puis dire. Déjà en interne au département, donc avec les conseillers d'insertion professionnelle, avec les écoles partenaires, donc Systématique. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Doranco qui nous a fait un atelier la dernière fois que l'on avait proposé, et avec Pôle emploi, donc qui est principalement en charge du sourcing pour les ateliers, les sessions de recrutement, etc. Donc, comment est-ce que nous fonctionnons? Il faut savoir que en fait, on se demande régulièrement, donc on se fait des points d'étape. Donc, j'appelle ça l'intelligence collective, les brainstorming, etc. Comment est-ce que l'on essaye de mettre en place tout ça pour être le plus innovant possible et accompagner le mieux possible le public. Et donc, du coup, il en est venu à mettre en place des sessions de recrutement type job dating, en visio et en présentiel. Les 2 casquettes sont très intéressantes parce que la visio peut être une alternative pour les déplacements, suite à ce qui s'est passé avec la crise du Covid, par exemple, avec les grèves de transport. Et donc, ça peut être un bon levier aussi pour évaluer les candidats qui sont parfois à une fracture numérique et donc un bon entraînement sur ça. Il y a également les sessions de recrutement en présentiel qui nous semblent quand même toutefois hyper importantes
dans le sens où nous accompagnons quand même un public qui est parfois très éloigné de l'emploi. Et donc, du coup, il faut faire attention aussi avec ce qu'on leur propose et les dispositifs numériques qui sont à leur disposition. Donc, au-delà de ça, on met également des ateliers en place. On a décidé depuis cette année de mettre des ateliers donc, de préparation aux sessions de recrutement avec les intervenants divers et des découvertes métiers. Donc, ces découvertes métiers sont essentielles notamment pour nos publics. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils arrivent à savoir que les métiers, c'est pas, enfin voilà, les métiers du numérique, des fois, on les idéalise beaucoup et c'est pas forcément, comment dire, ce à quoi ils aspirent et ce qu'ils imaginaient au départ. Donc, pourquoi tout ça est mis en place? Donc, c'est ça que j'ai mis un peu à la fin, les objectifs. Le premier objectif est bien évidemment le retour à l'emploi. Donc, on revient sur l'accompagnement du public vers l'emploi. Donc, le retour à l'emploi, c'est un peu le chiffre, entre guillemets, que l'on va un peu plus regarder. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question du sens du public. Donc, c'est trouver un métier en adéquation effectivement avec ses ambitions, car parfois, si c'est une reconversion professionnelle, c'est qu'ils ont été mis dans des cases qui ne sont pas forcément ce qu'ils souhaitent, c'est qu'ils ont une aspiration et donc du coup, l'objectif, c'est de travailler avec eux vraiment de manière personnalisée sur vraiment la trouvaille, entre guillemets, d'un métier qui vraiment leur convient. Par ailleurs, j'ai mentionné également faire valoir ses expériences et ses compétences, parce que parfois on a un public qui n'a pas estime de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut faire, qui a peu confiance en lui et qui ne sait pas qu'il a beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages dans son CV sans forcément le mettre en avant. Et donc, du coup, la reconversion professionnelle, c'est aussi ça pour nous, c'est de se dire, voilà, on a fait un premier bagage et on peut basculer sur un autre métier, un autre domaine d'activité sans problème. Et enfin, donc ce sera le mot de la fin, c'est donner une chance à chacun. Donc, c'est de là aussi la mission de la collectivité territoriale, c'est donc de donner une chance à chacun, de pouvoir trouver, entre guillemets, chaussure à son pied avec des intervenants divers, des leviers divers et tout ce que l'on met en place jusqu'à maintenant avec Systématique. Donc voilà comment est-ce que qu'on accompagne la reconversion professionnelle en partenariat avec Systématique au sein du conseil départemental du Val-de-Marne. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Mélissa. Nous allons enchaîner avec Myriam Thoman. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Myriam Thoman, effectivement directrice du Pôle emploi de Villejuif et j'ai collaboré avec Systématique depuis 2019 sur ces opérations de reconversion dans le cadre de la convention partenariale avec le conseil départemental du Val-de-Marne, mais pas seulement. On a commencé effectivement quelques opérations au départ par la création de webinaires. Et puis, ça s'est poursuivi par les opérations de sourcing qui ont été décrites par Madame Germain dans le cadre de la convention de coopération, effectivement, du conseil départemental avec Systématique, pour lesquels on va chercher les publics qui pourraient potentiellement être intéressés par des informations au départ de premier niveau sur le numérique. Et puis au-delà, en fait, on va sourcer aussi des personnes qui ont fait le souhait de changer de métier, mais qui ne savent pas exactement vers quel métier elles souhaitent s'orienter. Donc l'objectif, c'est bien évidemment d'informer les publics les plus éloignés de l'emploi des opportunités d'emploi dans le secteur du numérique, aller chercher effectivement des personnes soit qui ont des niveaux de qualification qui restent un peu bas, des bénéficiaires bien sûr du RSA, des demandeurs d'emploi de longue durée, des travailleurs handicapés, mais également des jeunes, des seniors, enfin toute typologie de public pour lesquels les solutions immédiates d'emploi ne sont pas toujours évidentes. Et le deuxième objectif qui me semble important aussi, c'était de dédramatiser en fait l'aspect technique du numérique qui peut inquiéter certains candidats, qui peuvent nous dire au départ, vous savez, moi le numérique, d'abord, ça pourrait éventuellement me tenter, mais j'ai pas forcément un profil scientifique au départ et je suis pas sûre d'être en capacité de pouvoir m'accrocher. Et donc montrer en fait la diversité de métiers qui existent dans le secteur pour aider à mieux orienter les projets des candidats vers des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé au départ. Et donc, les modalités, en fait, de cette coopération a été ça s'est fait de façon plutôt
naturel. L'idée, c'était de donner à voir le potentiel de recrutement possible, informer sur les dispositifs de formation et faire de la mise en relation entre les publics et les entreprises à travers des immersions professionnelles, des mises en contact directes. Les interventions suite au webinaire ont quasi tout le temps, en fait, été suivies de prises de contact individuelles par systématique pour des accompagnements à la carte des profils des personnes qui étaient intéressées. Et donc, on a mobilisé des dispositifs du service public de l'emploi, que sont les actions d'adaptation au poste de travail. Lorsque les prérequis en matière de compétences étaient plutôt modestes, on a pu aller sur de la préparation opérationnelle à l'emploi, de l'action de formation préalable au recrutement. On est parfois passé pour les publics plus éloignés par des dispositifs préqualifiants, en fait, qui permettaient de travailler le projet, de vérifier effectivement les prérequis possibles pour l'entrée en formation et d'accompagner l'entrée en formation vers le dispositif le plus adéquat. Et puis ensuite, on a mis en place des parcours de formation plus complets, essentiellement via le catalogue de la région, mais également à travers les interventions d'Oranco, le QL également, avec qui on a souvent travaillé, qui, je pense, vont poursuivre le témoignage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Myriam. Et effectivement, c'est au tour de Franck Veil de faire la présentation de Doranco. Bonjour tout le monde et merci pour justement nous faire participer à cet événement. Et très rapidement, je vais présenter la société Doranco. Doranco existe depuis 1992, donc ça veut dire qu'on est 30 ans, ça fait 30 ans que nous sommes sur le marché du retour à l'emploi à travers la mise à disposition de formation. Nous sommes un CFA avec justement des logiques de retour à l'emploi via des diplômes que je vais détailler au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous faisons partie du groupe Eureka qui nous permet justement d'obtenir des titres RNCP qui peuvent aller jusqu'à du bac plus 5, donc des équivalents à titre RNCP niveau 7. Et cela nous permet justement d'avoir une visibilité au-delà de ce que nous avions jusqu'à aujourd'hui, qui était du bac plus 3, donc niveau 6. Et effectivement, le fait de participer au groupe Eureka nous permet effectivement d'avoir une logique de groupe et non de simple centre de formation ou simple CFA. Au point fort, nous avons une école avec 9 campus un peu partout en France, comme vous pouvez constater, donc Paris, Bagnolet, donc Gallieni, c'est toujours sur Bagnolet, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Marseille et Toulouse. Et ma foi, on espère encore aller vers Metz et compagnie, mais ça c'est pour l'avenir, on verra comment va se développer 2024. Dans la continuité, nous avons 1250 entreprises collaboratrices, et non forcément logique de partenaire. Pourquoi collaboratrices? Parce que justement, elles nous sollicitent aujourd'hui pour des besoins principaux de stage, d'alternance et de temps en temps de CDD, CDI. Bien sûr, tout ceci est géré avec 50 collaborateurs. Bien sûr, sans compter la partie campus qui aujourd'hui est en train de s'agrandir au fur et à mesure. On peut compter jusqu'à à peu près une bonne soixantaine de personnes. On gère en moyenne 2500 stagiaires annuels. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons cumulé jusqu'à 12 000 alumni. Alors, alumni, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont passées par la phase formation, stage, puis diplôme. Bien sûr, un centre de formation ne peut pas exister ou coexister sans la logique de qualité et de certification. Aujourd'hui, on parle de CAIOP, ce qui est une obligation. Bien sûr, à côté de ça, de l'OPQF, qui est effectivement un organisme qui nous permet d'avoir la disposition de CPF et autres. Et bien sûr, nous sommes éligibles à tous ces systèmes-là. Et bien sûr, nous participons avec la logique de France Compétences et d'autres. Notre pédagogie, qui fait notre force, c'est la logique de mise en situation professionnelle constante durant toute la durée de la formation, une évaluation de qualité constante, c'est ce qui fait que celle-ci est toujours dans la logique de permettre aux stagiaires d'avoir le complément nécessaire en cas de besoin. On parle de pédagogie inclusive, puisque aujourd'hui, avec toutes les situations diverses et variées qu'on peut vivre au quotidien avec nos stagiaires, que ce soit pour de l'handicap ou autre, eh ben on respecte bien sûr toutes ces modalités afin de permettre de mettre la formation à disposition de tout le monde. Le suivi pédagogique
personnalisé. Nous avons effectivement mis en place tous ces systèmes-là pour justement avoir des points réguliers au fur et à mesure de la formation afin que le stagiaire ne se sente pas détaché et surtout toujours inclus dans la formation. Les modularités du programme seront toujours là. La preuve en est que nous avons la possibilité de mettre une remise à niveau en début de formation afin de pouvoir échelonner l'ensemble des niveaux de nos stagiaires. Et bien sûr, nous avons affaire à des formateurs experts dans chaque métier, puisque c'est plus facile de parler du métier et d'animer autour d'un métier quand on l'a vécu. Le pôle coaching, qui est mon pôle, sur lequel je suis très fier aujourd'hui, puisqu'effectivement, on est sur une logique de CV efficace. Et pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on peut connaître et comprendre autour du dispositif du CV, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Et quand on dit reconversion, forcément, on apprend à nos stagiaires comment valoriser ce nouveau métier, qui est une disposition assez délicate aujourd'hui, puisque nos stagiaires parlent toujours de leur passé et ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent mettre en valeur et en lumière leur futur. Donc, à travers les ateliers CV et les ateliers techniques de recherche d'emploi, avec des coachs expérimentés en recrutement et autres, on a mis en place ces ateliers afin d'augmenter la capacité d'être visible aujourd'hui vis-à-vis des entreprises. À côté de ça, nous organisons des job dating virtuels ou en présentiel, suivant les besoins et les orientations des entreprises. Nous avons pris l'habitude, effectivement, d'organiser, par exemple, un job dating virtuel pour des besoins de stage et de temps en temps de CDD, CDI, et ceci à un rythme de 1 mois et demi en moyenne. Et bien sûr, nous avons en interne des coachs qui sont là pour justement suivre le stagiaire, soit d'une manière individuelle ou en groupe, pour justement bien l'orienter vis-à-vis de son futur, qui est soit le stage, soit le CDD, soit le CDI. Et aujourd'hui, j'affirme fièrement qu'on a en moyenne 90% de stagiaires placés en stage depuis plus d'1 an. Les plus, la veille du marché, forcément, nous sommes toujours aux aguets de la bonne disposition et l'orientation des métiers qui, quand on parle du numérique, n'arrêtent pas d'évoluer. Et donc, forcément, celles-ci, on les met dans le dispositif de nos formations afin que, justement, s'il y a un nouveau langage, s'il y a une nouvelle disposition, s'il y a une nouvelle méthode de projet ou autre, on l'intègre systématiquement dans nos formations. Le stagiaire, quand il arrive chez nous, il a systématiquement à sa disposition plus de 1000 tutos, livres numériques et vidéos à sa disposition pour faire le complément en cas de besoin. Quand on parle de retour à l'emploi, suite à une reconversion, nous avons à disposition soit de la formation courte de remise à niveau, soit effectivement, et ceci lui permettra de l'orienter soit vers de la formation conventionnée, grâce à la région ou le Pôle emploi. Celle-ci sera pour la plupart du temps diplômante et elle peut aller entre un titre RNCP niveau 4 jusqu'à niveau 6, en passant justement avec l'accompagnement du pôle coaching pour un retour à l'emploi. Et nous avons aussi au sein de notre centre de formation la logique d'alternance qui reprend exactement les mêmes dispositifs sur lesquels il y a l'accompagnement de l'alternance sur des contrats de moins de 29 ans et bien sûr, ils sont accompagnés avec des ateliers CV, des conseils en entretien, et ainsi de suite, afin qu'il y ait le retour à l'emploi le plus logique et fonctionnel. Pour nos parcours, on est vraiment dans les parcours sur lesquels on a 13 titres professionnels enregistrés au titre RNCP. Et bien sûr, nos parcours sont répartis en 4 branches. La première branche, c'est la partie marketing digital et graphisme, sur lesquels on a l'infographisme metteur en page, qui est sur un titre RNCP niveau 4, donc bac. Et au fur et à mesure, celui-ci peut aller s'orienter vers designer web, community manager, pour parler justement du digital marketing. Et on a ajouté, bien sûr, la disposition d'alternance sur le responsable marketing digital, qui était un équivalent à bac plus 5, donc un titre RNCP niveau 7. À côté de ceci, nous avons la branche technique. Donc, on a le bac pour technicien assistant informatique, donc titre RNCP niveau 4, technicien niveau 1, de telle manière à pouvoir mettre le pied à l'étrier dans le monde informatique, mais de la partie technicien, dépannage et autres. Et à côté de ça, on a aussi le bac plus 2 pour les techniciens niveau 2, donc technicien supérieur système et réseau. Et bien sûr, on a l'administrateur système et réseau, sur lesquels c'est un équivalent bac plus 3 ou 4, sur lesquels ce sont les deux
filiales qui nous ont permis d'être très connus aujourd'hui dans le monde de la formation numérique. La troisième filiale qui est effectivement assez récente chez nous, on parle de Data Intelligence et Intelligence Artificielle, sur lesquelles on est sur du Bac+2, ce qui nous permet justement derrière d'avoir la logique de DPO, donc Data Protection Officer, sur le Bac+5. Et celles-ci, pour l'instant, elles sont en alternance, mais effectivement, elles sont disponibles pour tous nos stagiaires qui souhaitent s'orienter vers cela. Et on a la dernière branche qui est justement la partie développement. Développement dans tout le sens du mot, que ce soit du développement web ou développement d'applications. Et donc, on a développeur d'applications multimédia Bac+2, puis effectivement développeur web et web mobile. C'est principalement les personnes qui vont s'orienter vers très peu de ce qu'on appelle du front-end, donc la partie visible par l'utilisateur, et back-end pour la partie non visible, donc tout ce qui est la programmation et ainsi de suite. Celle-ci continue sur un Bac+3 ou 4, donc un titre NCP niveau 6, sur lesquels on est sur du concepteur-développeur d'applications pour aller au-delà. Ces personnes-là vont avoir la disposition de projets et autres, ce qui permet effectivement d'aller vraiment le plus loin possible dans la partie développement. Et aujourd'hui, en alternance, on a le Bac+5 pour avoir la logique d'expert système d'information pour aller le plus loin possible. Donc tous ces métiers-là permettent à nos candidats de venir avec des connaissances minimum pour avoir une reconversion maximum. Dans le détail, très rapidement, la partie développeur web et web mobile, c'est en règle générale des personnes qui ont déjà fait du développement, qui ont déjà ces petites habitudes vis-à-vis du front-end, donc la partie visible, donc tout ce qui est web et autres. Et on va leur mettre à travers 595 heures de formation continue la disposition de les orienter vers des langages très développés, plus fonctionnels, pour aller le plus loin possible. Je m'explique, un site web aujourd'hui, entre ce que l'on voit et ce qu'il y a en arrière-boutique, on aurait tendance à dire qu'il y a un effet d'iceberg. Donc, ça veut dire que la partie visible ne représente que 10% du plus gros du travail, ne serait-ce que sur un site web de vente, par exemple. Donc, justement, ces métiers-là vont leur permettre d'aller le plus loin possible pour les langages type HTML, CSS, qui sont des langages simplifiés, et on va les accompagner sur du JavaScript, du PHP et plus en cas de besoin. À la suite de cette formation, il y a bien sûr un stage sur lequel on les accompagne pour aller le plus loin possible. Et nous cherchons bien sûr aussi des entreprises pour leur soumettre derrière une continuité dans les métiers pour du retour à l'emploi. À côté de ceci, nous avons le Community Manager, sur lequel on est sur une disposition du marketing digital, qui est très peu connu en France, parce qu'il y a des « oui, je veux promouvoir mon site, comment je peux faire ?» Et bien, du coup, c'est pas uniquement par le site, ça va véhiculer aussi une image via les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et le marketing digital se met en route dès lors où on est Community Manager. Donc là, on est vraiment sur une formation qui est de 910 heures, sur lesquelles on a une bonne disposition vis-à-vis du métier du marketing, la vision de projet, l'orientation et le développement du site web au cas échéant. Et bien sûr, à côté de ceci, ils vont avoir toute la partie marketing digital pour les réseaux sociaux, avec tous les contextes de logiciels, que ce soit du Adobe et ainsi de suite, pour justement mettre en valeur tout leur savoir au sein et auprès de leur future entreprise. Les portraits d'Oranco, je vais vous montrer quelques vidéos tout simplement de témoignages. Alors moi j'étais sur le parcours de développeur front-end à Design UX. Fred. La modularité pour moi, ça a été un des gros points forts de cette formation parce que ça nous permet vraiment de nous spécialiser au fur et à mesure de l'avancement de notre cursus et ça nous permet de consolider notre projet professionnel. J'ai surtout bossé le week-end. Maintenant, ça dépend des projets en cours et c'est surtout le week-end que je me mets à fond sur mes projets. De rien lâcher,
et de se mettre très vite dans des projets parce que c'est ça qui nous permet de nous sentir vraiment investis. Et voilà. Il y a un deuxième témoignage. Je suis sur le parcours développeur d'applications multimédia. Je crois que j'apprécie beaucoup Illustrator, enfin toute la suite Adobe, ça a été vraiment très intéressant à découvrir. Mon formateur préféré, c'est Fred. Voilà, j'aime beaucoup sa façon sereine d'aborder les choses. Il prend le temps de bien nous expliquer, de voir si on a compris pour avancer. Et franchement, ça me permet d'évoluer tranquillement en fait. Alors pour moi, c'est le point fort de l'école parce que ça permet en fonction de chacun des profils, d'avoir des cours différents et adaptés à notre parcours et à nos besoins. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi changer si en cours de route, on découvre un autre programme et se dire bah tiens, j'aimerais bien faire ce cours-là et c'est bien de pouvoir y avoir accès. C'est variable. Voilà, je vais dire parfois je travaille 1 heure ou 2, des fois je travaille pas. Alors le conseil que je dirais, c'est de pas s'inquiéter de la densité, parce que c'est vrai que les cours sont denses, mais en fait, en fonction des matières, il y a pas mal de ponts, et au fur et à mesure, il y a certaines choses qui se répètent, que l'on revoit, et qui se décantent au fur et à mesure de notre évolution dans le parcours. Donc voilà, faut avancer avec sérénité et sans trop s'inquiéter, sans stress en fait. Voilà. Très bien. Voilà. Pour moi, la logique de Dorenco, c'est surtout d'avoir un retour à l'emploi d'une manière logique et fonctionnelle suite à une reconversion. Une reconversion en soi, c'est toujours un acte pas anodin, pas simple, et nous les accompagnons pour aller le plus loin possible, bien sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci beaucoup, Franck. Et nous allons enchaîner avec Monsieur Hervé Tossin pour la société Coesi qui, justement, a pris de nombreux étudiants en reconversion. Merci pour cette chance de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous présenter rapidement notre société et ensuite de voir en matière de recrutement le retour d'expérience significatif qu'on a pu avoir sur une reconversion et puis aussi voir un peu aussi les postes aujourd'hui qui sont ouverts. Donc Coesi, rapidement, c'est un cabinet conseil spécialisé en cybersécurité et protection de la vie privée, donc RGPD. Donc aujourd'hui, on est créé depuis 2010. On est 17 collaborateurs, donc 15 ingénieurs. La singularité, c'est qu'on a été labellisé jeune entreprise innovante, puisqu'on a investi en moyenne 18% de chiffre d'affaires en R&D. Et ça nous a permis, entre autres, de travailler sur des projets collaboratifs, que ce soit donc avec le CEA, avec un financement de l'Agence nationale de recherche, donc Mosaris, mais aussi en 2018 sur un projet collaboratif financé par la région, donc avec un consortium de sociétés comme Normalsup, Ingineco, Atos, l'INRIA, le CEA, sur le développement d'un outil par rapport à la robustesse de solutions de sécurité. Donc, et puis bon, on travaille sur différents axes, donc que ce soit technique ou organisationnel.
Donc rapidement, donc des labels, puisque donc aujourd'hui la société adresse plusieurs pans de la cybersécurité, depuis l'aval, depuis l'amont jusque l'aval. Donc on a 2 labels, le label France Cybersécurité, donc pour notre offre de services, donc notamment d'audit et de formation et de conseil, et puis un label représentatif puisqu'il est reconnu par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et systèmes d'information, pour tout ce qui est prestations d'audit. Donc nous sommes habilités à intervenir dans des grands comptes et dans des systèmes, je dirais, sensibles, de par cette labellisation. Et puis, donc, l'insingularité, c'est qu'on travaille sur pas mal de projets innovants, donc autour de l'IoT, des SCADA, donc des réseaux et des réseaux, des smart grids, donc puisqu'on a eu la chance de travailler sur le réseau Linky, et donc de travailler sur cette réflexion donc pour sécuriser l'environnement des compteurs intelligents. Donc ça, c'est donc l'activité, je dirais, cybersécurité. Et puis une deuxième qu'on a créée depuis 2018, depuis l'émergence du RGPD, donc une activité sur la protection de la vie privée, où on fait deux métiers essentiels. La partie audit de conformité par rapport à la maturité justement du RGPD des sociétés qui nous sollicitent, et ensuite le rôle de DPO externe pour assurer, parce que toutes les sociétés n'ont pas forcément les moyens de se payer un DPO à temps plein, et donc de pouvoir faire du DPO partagé donc en externe. Donc c'est aussi un des services que l'on offre à nos clients. Alors maintenant parlons recrutement. Donc le secteur du numérique, et plus particulièrement le secteur de la cybersécurité, je dirais, est un secteur très tendu en matière de recrutement, puisque aujourd'hui, donc, les enjeux RH sont de plus en plus importants, car aujourd'hui, on est sur notre cœur métier dans un contexte très concurrentiel sur les profils recherchés. On a au niveau de notre structure 50% de nos collaborateurs qui sont des profils juniors, et donc que l'on monte en compétences, donc, et junior avec un niveau d'études qui est quand même Bac+4, voire Bac+8 pour des gens qu'on prend par exemple à la sortie de la thèse. L'autre particularité, c'est qu'on a aussi la moitié des effectifs qui sont donc des seniors, donc qui peuvent potentiellement accompagner les plus juniors dans un niveau de compétences et les aider à progresser, puisque pour justement pouvoir faire face à cette concurrence âpre et fidéliser les collaborateurs, donc on leur facilite finalement l'accès à la formation certification, on leur donne quand même une certaine autonomie dans leurs tâches à accomplir pour justement les responsabiliser. Et puis, comme on a une activité dédiée à la partie innovation R&D, on leur permet aussi de pouvoir avoir accès à des projets R&D pointus, soit dans le cadre de collaboration avec d'autres structures, soit dans le cadre de nos activités internes, puisqu'on déclare du crédit impôt recherche chaque année sur des activités, je dirais, assez pointues. Donc, quand on parle recrutement, bien évidemment, il y a cette pénurie de compétences, puisque le secteur de la cyber est particulièrement pénurique, on va dire, et que on n'est pas les seuls, et que bon nombre d'acteurs font face à des difficultés, parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a plus d'offres que de profils disponibles ou formés sur le marché, d'où l'intérêt de former de plus en plus de gens à la cybersécurité. Et pour répondre, donc la cybersécurité, c'est pas non plus que les aspects techniques, c'est aussi des aspects plus organisationnels et métiers. Et aujourd'hui, finalement, la difficulté, c'est que les ingénieurs sécurité, les gens dans le domaine de la cyber sont très recherchés et donc chassés en permanence. Donc c'est quand même donc le turnover reste véritablement une préoccupation majeure chez Coesim, mais aussi dans toutes les entreprises. Donc, ces entreprises doivent faire preuve d'imagination par rapport au fait de fidéliser leurs collaborateurs. Et autant avant, potentiellement, la localisation pouvait être un
une source d'intérêt dans le recrutement, mais aujourd'hui, après le Covid, donc avec la notion de télétravail, donc la localisation est un facteur un peu moindre que ce qu'il n'a pu être par le passé. Donc, en matière de reconversion, bien évidemment, le recrutement, c'est... Donc, moi, j'ai eu à faire ce type de reconversion. Donc, quel était le constat? C'est que, bien évidemment, comme je viens de l'expliquer, la cybersécurité est un métier en tension, donc où il y a aujourd'hui assez peu de gens disponibles ou formés à la cybersécurité. Et que le constat, c'est aussi que malgré tout, les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs aujourd'hui ont encore une approche un peu trop technique et ne possèdent que trop peu finalement la connaissance métier, choses sur lesquelles on peut les accompagner, mais c'est pour ça qu'aussi la reconversion de personnes seniors peut aussi avoir tout son sens, dans la mesure où des gens qui ont une connaissance des métiers peut être aussi un atout dans nos domaines. Quelle a été la motivation finalement pour le recrutement? C'est d'une part, c'est que la personne que j'ai recrutée donc avait à la base une forte connaissance de l'informatique, donc elle avait fait du développement, elle avait fait de la qualité, elle avait quand même une bonne appétence à l'informatique, donc c'était déjà un atout. Et en plus, elle avait un profil, comment dire, avec une certaine curiosité et surtout une soif d'apprendre. Et doté, et là aussi c'est un élément important, doté d'une grande qualité rédactionnelle, parce que dans nos métiers, malheureusement, on ne fait pas, on rédige beaucoup de rapports, beaucoup d'études, et la qualité rédactionnelle est un facteur important, surtout quand on doit rendre à des grands comptes un certain rendu, et on est très vigilant là-dessus. Le projet qui m'avait été présenté, c'était un projet qui s'appelait à l'époque Dynamicadre, qui était étalé sur 6 mois, qui a été monté par la région, mais aussi, je crois, Pôle emploi, où finalement, on pouvait prendre quelqu'un qui était demandeur d'emploi, qui avait besoin qui devait faire une reconversion. Et donc, on avait cette personne pendant 6 mois avec lesquels on pouvait travailler, lui faire une sorte de transfert de compétences sur mission. Et bien sûr, ça nécessitait de la part du candidat une sorte d'auto-apprentissage, parce qu'on ne peut pas non plus tout apprendre, je dirais, à la personne. Donc, il y avait aussi un travail à effectuer. Et l'avantage aussi, c'était que ce dispositif était aussi à moindre coût, puisque, je dirais, la personne étant au Pôle emploi, elle était prise en charge par Pôle emploi, et nous, on avait juste une subvention à verser, donc avec potentiellement derrière un engagement de CDI, dès lors que la personne rendait le service et s'était suffisamment investie et démontré qu'elle avait les capacités pour occuper les postes. Donc le résultat, finalement, c'était plutôt une réussite, puisque à l'issue de la période des 6 mois, donc Marie-Janie qui a été recrutée donc, en tant que consultante cybersécurité. À ce jour, ça fait plus d'11 ans, et donc elle est toujours présente au cabinet. Donc ce qui est plutôt, donc finalement ça veut dire qu'il y a eu non seulement une reconnaissance, mais aussi une fidélité au travers cette phase de reconversion et de montée en compétences. Et puis, pour être transparent, c'est aussi peut-être l'un des meilleurs candidats que j'ai jamais recruté, car aujourd'hui, elle est vraiment une véritable experte en tout ce qui est gouvernance, risque, conformité. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très intéressant et de valorisant. Et en termes de rémunération, parce que évidemment au départ, dans la mesure où elle n'avait pas les compétences avérées et le niveau d'études suffisant pour prétendre avoir un poste de consultant sécurité, il y a eu un effort financier qui a été fait, mais aujourd'hui son niveau de rémunération est bien supérieur à ce qu'elle aurait pu prétendre si elle était restée dans son métier précédent. Donc ça, c'est vraiment un exemple, je dirais, significatif et intéressant. Bon, j'ai eu aussi une deuxième reconversion, mais c'était plus une reconversion d'un jeune qui était qui avait fait un master plutôt organisationnel et qui finalement s'est tourné vers Coeci pour apprendre le métier de la cybersécurité. Bon, c'était quelqu'un qui sortait d'école, donc qui n'était pas du tout dans les mêmes dispositions que Marie-Janie, et qu'on a aussi accompagné pendant près d'1 an
pour le monter en compétences, le former, donc le changer d'orientation pour revenir sur la cybersécurité. Bon, donc comme il était plus jeune potentiellement, mais aussi il était plus à l'écoute du marché, bon, il est resté chez nous 4 ans, 5 ans, et ensuite il a cédé aux sirènes du marché, et il est parti, mais avec quand même un bon niveau de compétences. Et voilà, donc c'est vraiment des choses voilà, sur lesquelles je voulais vraiment revenir, puisque c'était deux choses qui ont été intéressantes, de reconversion intéressantes dans le cadre de nos activités. Et pour présenter rapidement qu'on est toujours en recherche, aujourd'hui les postes à pourvoir chez Coici, donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de postes, responsable du pôle audit, donc avec certaines exigences, puisque là c'est encadrer l'équipe, un consultant senior en GRC, comme l'est aujourd'hui Marie-Jeannick par exemple, donc quelqu'un qui fait pentest, c'est plutôt des auditeurs techniques, un auditeur technique. Donc un analyste SOC, là c'est pareil, c'est aussi assez technique. Développeur cybersécurité, donc là avec un niveau d'expérience un peu moindre. Et puis 2 postes qui sont plutôt un chargé d'affaires, là soit en stage, soit en alternance, avec un niveau bac+3 minimum, pour pouvoir m'aider à développer, je dirais, à conquérir de nouveaux marchés. Et puis comme j'ai déjà une activité RGPD, donc un consultant DPO, soit idéalement en stage de fin d'année, master spécialisé, que l'on pourrait réintégrer pour nous aider dans notre démarche, je dirais, RGPD aujourd'hui. Donc voilà, ce que je voulais vous relater par rapport à la reconversion, et que la reconversion, ça marche, puisque on l'a éprouvé, et bon, on a aujourd'hui quand même, au travers du témoignage que je viens de faire, un véritable succès, en tout cas en ce qui concerne Marie-Jeannick. Voilà. Merci beaucoup Hervé. C'était très riche et très bien expliqué, je trouve. Merci en tout cas. Et je vais laisser la parole non à Joël, mais à Alexandre Vapaille qui reprend son relais pour EQL. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas rencontrés. Donc oui, dans la transition de ce que disait Hervé, la reconversion, ça marche, c'est clair. Moi, je vais vous parler de l'EQL, l'école de qualité logicielle. Donc on est spécialisé sur la formation en qualification logicielle, mais pas que. C'est un peu par là qu'on a commencé il y a plus de 10 ans. Et ensuite, on s'est diversifié sur d'autres types de formations. Notre objectif premier, je pense, comme nous tous ici présents, c'est le retour à l'emploi. C'est vraiment faire en sorte que on recrute les bonnes personnes, capables de suivre les bonnes formations, et qu'on trouve un maximum de débouchés, que ce soit sur des formations qui sont en POI, donc normalement quasi 100% de reconversion et de retour à l'emploi, à celles qui ne le sont pas, mais on met en place des opérations pour justement favoriser le retour à l'emploi au maximum. Ensuite, donc, je vous parlerai des métiers de logiciel, du parcours et puis des opportunités. Donc, le retour à l'emploi dans le numérique, sans prérequis informatique, c'est vrai que c'est quasiment l'ensemble de nos formations. Aujourd'hui, on est capable de former des gens, notamment sur les métiers du test, en 3 mois, des gens qui viennent d'horizons très différents. Alors, certains, effectivement, ont déjà une petite appétence dans le numérique, de près ou de loin, mais certains viennent de métiers manuels, viennent de la santé, viennent de choses très, très différentes. Et par un processus de recrutement qui, il est vrai, est plutôt sélectif. On va dire, globalement, sur toutes les candidatures qu'on reçoit, on doit retenir entre 15 et 20% des candidats après les différentes étapes de sélection. Donc, c'est exigeant, c'est sélectif, mais la formation est exigeante et dense et demande un investissement personnel au-delà même des heures de formation, parce qu'il y a des projets, il y a des choses compliquées, et on veut être sûr que les personnes, on pourra les emmener au bout et qu'on ne va pas en perdre en route. Et on veut être sûr aussi qu'au-delà de la formation, qui est une période relativement courte, en finale, 3 mois, voire 6 mois pour les plus longues, les personnes auront vraiment trouvé leur voie et tiendront dans la durée sur les postes qu'ils occuperont à la sortie de cette formation.
on oriente aussi, les candidats postulent sur certains types de formations. Comme c'est précisé, on les oriente en fonction des profils. C'est qu'il y a des personnes qui, de par leur expérience, sont pas forcément conscientes de ce qu'ils sont capables de faire ou de ce à quoi ils peuvent prétendre. C'est notre rôle d'expert de justement les orienter vers parfois, notamment sur des gens qui ont, je sais pas, peut-être 35-40 ans, 10 ans d'expérience dans un secteur bien particulier, les orienter plus vers de la MOA que du test, parce qu'ils ont une vraie expertise en banque, en industrie et autres, et on sait que nos partenaires recherchent également cette expérience. Donc voilà, on peut les orienter vers d'autres types de formations. Nous sommes naturellement handi accueillants, on a référent handicap au sein de l'école, et voilà, on a d'ailleurs une promo qui a commencé justement avec un autre partenaire, une ESN entreprise adaptée, qui recrute essentiellement des personnes en situation de handicap, et on a monté une opération avec eux pour justement favoriser le recrutement et la formation de personnes en situation de handicap. Et là, on a depuis mi-juin 7 personnes qui ont commencé intégrées dans une autre promo, tout à fait normalement, mais voilà, qui sont en situation de handicap. Et là, après 3 semaines de démarrage, on peut être satisfait du résultat parce que, au final, ils sont dans le groupe comme tout type de candidats. Alors, les métiers du logiciel tels qu'on les conçoit à l'EQL, on a globalement 4 parties, on va dire. Toute la partie product owner, maîtrise d'ouvrage, où là, c'est ce qui se passe en amont, c'est vraiment la définition du besoin avec le client. Donc, on forme à ces métiers. Là, on n'est plus sur des formations de 4 mois. On a toute la partie développement, qui est la plus technique, qui est peut-être pas celle qui demande un prérequis technique, mais celle qui demande une vraie appétence pour la technique. Autant les autres, c'est des formations plus fonctionnelles et on peut être, si on a la motivation, bien sûr, capable de comprendre et d'intégrer ce qu'on va vous apprendre. Autant le développement, si notamment dans le cadre des sélections qu'on fait avec les tests de logique, de raisonnement, si on n'a pas certaines connexions, si je puis dire, ça va être très compliqué. Et par expérience, pour avoir suivi déjà les différents apprenants des différentes formations, on s'aperçoit que c'est peut-être ces formations sur lesquelles faut vraiment pas se tromper dans la sélection parce qu'il y a un risque de décrochage, parce que la technique est complexe, est exigeante, et que la formation dure 6 mois, c'est la plus longue. Et donc, il faut pouvoir tenir justement dans la durée, comprendre les différentes évolutions et la montée en compétences qui se fait au fil des mois, parce qu'il y a une vraie exigence sur le sujet. Et on voit aussi que malgré le fait que la formation soit la plus longue, c'est peut-être sur cette formation que les recruteurs à la clé sont le plus exigeants et trouvent pour autant qu'ils sont parfois trop juniors. Alors qu'on n'a pas tellement ce retour sur les testeurs, sur les chefs de projet. Sur les développements, ils vont nous dire, ah oui, mais il faisait un autre métier, là ça fait 6 mois qu'il est en formation, c'est un peu court, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être l'étape la plus compliquée pour ensuite basculer vers le retour à l'emploi. Troisième partie, c'est la partie du test, qui est un peu le cœur de notre métier. On va dire plus de la moitié des apprenants sont des gens qui sont en test. On en forme à peu près en toute formation confondue, un peu plus de 250 par an, dont on va dire la moitié de testeurs à peu près. Donc les métiers du test, qui consistent donc voilà à faire de la recette du test, et puis pour ceux qui ont un peu plus d'appétence technique, la possibilité d'intégrer une formation d'automaticien de test, donc là qui va déboucher sur quelque chose qui donnera un peu plus d'opportunités, un peu plus de rémunération à la sortie, et puis une vision un peu plus technique du métier de testeur. Et enfin la dernière partie, la partie ce qu'on appelle Agile Jira chez nous, c'est vraiment voilà toutes les formations autour de cet outil et de cette méthode qui ensuite débouchent aussi sur des opportunités intéressantes dans le secteur du numérique. À qui s'adressent nos formations? À tout demandeur d'emploi, bien évidemment, inscrit à Pôle emploi. Toute formation Bac+2 de formation initiale,
commerce, technique, littéraire, peu importe. Et puis, généralement, une expérience professionnelle valorisable. Donc, on n'a pas je crois qu'on ne prend jamais, on va dire, un tout jeune diplômé qui voudrait d'un seul coup, c'est quand même assez rare, mais à l'issue de ses études, dire je veux radicalement faire autre chose. Mais on a des gens qui ont quand même 23-24 ans, donc qui sont quand même relativement jeunes, qui sont diplômés depuis parfois 2-3 ans, qui ont pris une voie, par exemple la santé, j'ai quelqu'un en tête, voilà, qui voulait se lancer dans la santé, qui a fait des études de santé, et en finale, qui s'épanouit pas du tout là-dedans, qui s'y retrouve pas, et qui se dit qu'est-ce que je peux faire, quoi. J'ai 22 ans, j'ai fait des études pour être infirmier, et puis au bout du compte, ça me plaît pas, quoi. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui peuvent parfois, après une courte expérience, pour basculer vers assez tôt, on va dire, dans leur parcours professionnel, vers de la reconversion sur un poste de consultant en qualité logicielle. Le programme pédagogique des testeurs qualité logicielle, il se déroule donc sur 55 jours. On attache beaucoup d'importance à la première partie, là, où vous voyez intro 4 jours. Sur ces 4 jours, il y a 2 jours de communication et de cohésion de groupe. On a généralement des groupes de 15 à 20 personnes, essentiellement en présentiel, même si on fait quelques distanciels sur certaines formations. L'important pour nous, c'est vraiment que cette promo, elle vive et qu'il y ait une cohésion d'équipe. Il y a un groupe qui commence au jour 1 et qui se termine au dernier jour. Définir des règles aussi, parce que voilà, pour certains, ils ne sont pas revenus sur les bancs de l'école, si je puis dire, depuis de nombreuses années. Chacun son vécu, sa personnalité, sa façon de voir les choses. C'est important qu'on définisse un cadre commun, qu'on le respecte. Et voilà, la personne qui fait cette introduction permet vraiment de définir un cadre qu'il faut parfois malgré tout réajuster au fil du temps, mais en tout cas c'est important, voilà, de définir un cadre et surtout de lancer une cohésion d'équipe, de faire des petits jeux de rôle, des choses qui permettent tout de suite de briser la glace et que tout le monde se connaisse et après d'un travailler ensemble, parce qu'ils vont travailler, vous voyez, il y a 4 modules avec 4 projets à présenter devant un jury, et dans ce cas-là, à chaque fois on mixe les groupes et donc on va globalement potentiellement tous travailler les uns avec les autres. Pas forcément toujours des gens avec qui on a des affinités, mais bon, c'est le lot de notre vie professionnelle. On ne choisit pas toujours ni ses collègues ni ses responsables. Donc c'est important de pouvoir se remettre dans cette dynamique et être prêt et être capable de travailler en équipe, en petits groupes, et de s'investir fortement sur ces différents modules. Donc ensuite, il y a les 4 modules, les fondamentaux au départ, ensuite une maîtrise technique sur 15 jours, la stratégie de recette qui est en module 3, puis ensuite le dernier module qui reprend un peu les 3 premières techniques, on va dire, qui sont apprises pour pouvoir finaliser vraiment un projet global en agilité, quoi. Entre le 3 et le 4, on leur fait passer aussi l'ISTQB, qui est aujourd'hui dans les métiers du test globalement un prérequis. C'est quelque chose en tout cas qui garantit un minimum de compétences et de connaissances pour un candidat. Et aujourd'hui, sur un CV, ça prouve quelque chose, ça garantit quelque chose auprès du recruteur. Et donc, on fait passer, et ils le réussissent tous, parce qu'on les prépare aussi à cette certification, l'ISTQB. Alors, une formation à temps plein et intensive, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, c'est du temps plein, du lundi au vendredi. Intensive parce que, au-delà des 7 heures de formation par jour, il y a un investissement personnel qui doit être pris en compte, parfois le soir, parfois le week-end, seul, en équipe. Voilà, c'est des gens qui sont au retour à l'emploi, qui étaient inscrits à Pôle emploi, donc qui avaient globalement, malgré leur recherche d'emploi, une certaine souplesse dans leur organisation et certainement un peu plus de temps libre. Voilà, il faut qu'ils aient conscience que là, ils sont en formation, mais c'est comme s'ils étaient déjà au travail. Il y a un temps de trajet, il y a un investissement, il y a des horaires qui peuvent être un peu variables, et donc qu'ils soient déjà dans cette configuration professionnelle et pas de se dire, bon, je fais 9-17 heures et puis après, je suis tranquille. Certains jours, ça sera peut-être le cas, d'autres, ça ne sera pas le cas. Donc, on les prépare, on les briefe à ça pour que justement, il n'y ait pas de déception, de malentendu, en tout cas, sur le fonctionnement, quoi. Le financement,
Du retour à l'emploi, donc c'est pour les testeurs, c'est une POI, donc financée par Pôle emploi en partie, et ensuite par le recruteur, l'entreprise qui recrute pour la deuxième partie. Il y a une promesse d'embauche en CDI avant l'entrée en formation, c'est une des conditions pour la POI également. Et dès que la formation est terminée, le lendemain du jour de la formation, le candidat intègre en CDI l'entreprise avec laquelle il a signé en amont. Il y a une formation, ça c'est un choix de notre entreprise, qui est fixe, c'est-à-dire que quel que soit le partenaire avec lequel le candidat va travailler, il aura une rémunération identique. Sur Paris, ça sera Île-de-France, ça sera 32 000 € la première année, avec une garantie d'évolution à 34 la seconde année. Généralement, au terme de la période d'essai, nos candidats sont intégrés, confirmés. Après, une fois qu'il est dans l'entreprise, il sait qu'il aura au minimum 34. Je sais que par expérience, certains partenaires augmentent plus ou mettent une prime, enfin voilà, trouvent une solution en tout cas pour augmenter significativement la rémunération du nouveau, parce que le marché est plutôt au-dessus de 32 qu'en dessous, notamment sur Paris. Et puis, si on veut éviter que la personne soit peut-être sollicitée par d'autres concurrents, autant le mettre au niveau du marché plutôt que de se dire on le paye un peu moins cher et puis dans 6 mois, il va partir. Donc voilà un peu le financement et les conditions. Notre processus de sélection, je vous le disais au début, il est strict, il est sévère. Il y a une sélection sur CV, une réunion d'information pour présenter nos métiers, ensuite un test de logique et de raisonnement. Si tout est OK, il y a un jury de sélection qui est fait à l'interne de l'école. Ensuite, les candidats retenus sont présentés à des partenaires avec qui on travaille depuis un certain temps. Et si le partenaire retient le candidat, donc vous voyez, après toutes ces étapes, il y a une promesse d'embauche qui est faite. Nous, on monte le dossier avec notre partenaire Pôle emploi. Et puis ensuite, il intègre la formation. Il y en a toutes les 6 semaines qui commencent chez nous sur ces métiers. Donc, on a toujours un moment où, au plus tard, c'est dans 6 semaines. Donc, c'est plutôt assez proche. La prochaine formation est toujours relativement proche. Voilà le process de sélection et d'intégration. Qui recrute? Alors, le groupe Enix. Le groupe Enix, aujourd'hui, c'est donc notre maison mère. Globalement, on fait partie du groupe Enix. C'est une ESN qui a 25 ans d'expérience, plus de 300 collaborateurs, qui a 3 activités principales aujourd'hui dans son giron. C'est toute la partie service, outillage et réalisation, donc la qualité logicielle, une grande partie de testeurs sur cette branche. Une partie édition et distribution de logiciels. Aujourd'hui, Enix est, on va dire, l'entreprise qui a créé Squash, un outil reconnu aujourd'hui dans les métiers du test et qui distribue en tant qu'éditeur de logiciel cet outil au sein de différentes entreprises un peu partout. Donc cette partie édition de logiciels et distribution. Et puis nous, la 3e partie, formation qualité logicielle, donc l'EQL, l'école que je représente aujourd'hui. Notre mission donc d'Enix, donc là pour le coup, c'est d'être leader français des spécialistes en qualité logicielle, agilité et DevOps, développer et mettre en œuvre des outils et des services pour aider nos clients, structurer leur transition numérique et maîtriser leur patrimoine applicatif en développant les compétences et technicités des consultants au sein des filières pérennes et valorisées. Les valeurs, c'est pertinence, proximité et pérennité, les valeurs d'Enix, mais qu'on trouve aussi au sein de l'école. Aurélie, tu es avec nous? Oui, il faut qu'elle monte sur scène pour pouvoir témoigner. Il faut qu'elle monte sur scène. Oui. Nous t'attendons sur scène, Aurélie. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y aura des questions après, mais voilà, en tout cas, merci à vous pour il y en a déjà. Votre attention. Il y en a déjà, très bien. Aurélie, toi, est montée sur scène. Oui, vous m'entendez bien? Très bien, ouais, c'est bon, merci. Ok, super. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai suivi la formation qualité logicielle il y a 4 ans. Avant, j'ai fait un master en génétique. J'ai travaillé dans des laboratoires de détection des leucémies et ça m'allait pas du tout parce que l'ambiance, c'est dans l'hôpital public.
Et l'ambiance ne m'allait pas. On était des pions dans un organisme, on n'était pas des collègues, on n'était pas des humains, on ne pouvait pas participer à améliorer les choses. Donc j'ai fait plein de petits boulots ensuite. Et puis j'ai vu l'offre Pôle emploi, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait la formation en 2019. Ça m'a beaucoup plu. Tout à l'heure, Alexandre vous parlait des 2 jours d'introduction qui sont extrêmement importants. Des 2 jours où on crée de la communication. Depuis 4 ans, j'ai des collègues de cette formation. On est très très amis, on part en vacances ensemble, on s'entraide et aussi on peut se faire des commentaires. Quand on a une problématique du test, une problématique de client, on fait mais comment tu fais toi? Voilà, on a toujours un Discord où on échange, voilà, ça marche, c'est vrai. Pendant la formation, dans le module 2, donc c'est le module technique, où on a découvert un petit peu de code, juste les bases dont on a besoin quand on est testeur. Moi, j'ai découvert que j'aimais beaucoup, alors qu'avant, j'aurais pas deviné, au contraire. Du coup, j'ai demandé à pouvoir approfondir avec la formation automatisation. Et l'école était d'accord et mon recruteur aussi. Du coup, j'ai enchaîné avec la formation automatisation. Donc, j'ai fait les 2, qualité logicielle et automatisation. Ensuite, j'ai enchaîné avec une mission. Je suis partie en mission. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en tant que testeuse en Agile. Et j'ai mis à profit absolument tout ce que j'avais vu dans la formation. J'ai eu besoin de tout. J'ai eu besoin tout ce qu'on a appris. On fait des projets où on présente le résultat de travail en équipe pendant la formation. Ça m'a aidé à faire des présentations aux clients. Il a fallu que je mette au point ma propre stratégie de travail. On avait eu des cours et tout un module sur la stratégie, donc j'ai pu utiliser ces outils. Quand j'étais en difficulté, j'ai pu contacter les anciens de l'école pour qu'on puisse réfléchir ensemble à des solutions. Donc voilà, j'ai été envoyée toute seule pour ma première mission. J'étais la seule testeuse, mais je ne me suis pas lancée en perdu. Enfin, voilà, ça s'est très bien passé. Et au bout d'1 an et demi, moi j'ai dit, voilà, j'ai fait le tour de la mission, est-ce que vous me proposez autre chose? Et il se trouve qu'à l'école, ils avaient des besoins. Je suis retournée à l'école, mais cette fois en tant que formatrice. Et ça fait presque 2 ans que je suis à l'école en tant que formatrice. Je suis même devenue responsable de la session qualité logicielle. Donc je forme tous les nouveaux testeurs en qualité logicielle. Donc voilà, ça me permet de connaître plein de testeurs et je mets à profit aussi mes connaissances de ce que j'ai pu observer en mission pour leur donner des exemples, pour leur donner des cas concrets. Et en même temps, ça m'apprend, moi, parce qu'il y avait des choses que j'avais vues en formation, mais que je n'avais pas approfondi. Là, ça me permet d'approfondir et du coup, de développer mes connaissances, compétences et qui m'aident quand je retourne en mission pour expliquer à mes collègues, pour expliquer aux clients, pour être plus propre et plus précise quand j'écris mes tests, quand je teste. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans que je suis testeuse et ça me va bien. Voilà pour mon retour d'expérience. Merci beaucoup Aurélie, c'était un magnifique témoignage. Merci. Et si vous voulez bien, on va passer aux questions-réponses, puisqu'il y en a qui sont posées depuis un petit moment. Donc c'est le moment d'y répondre. Alors, je vais commencer par la toute première qui a été posée, qui est la demande d'accès à des demandeurs d'emploi au métier du numérique est-elle importante? Augmente-t-elle de façon régulière? Alors, moi, c'est vrai que je vais pouvoir répondre de la façon systématique, c'est-à-dire que nous, on organise justement des événements de découverte métier avec nos organismes de formation Dorenco et EQL, où effectivement, nous, on peut constater qu'il y a de nombreuses inscriptions en fait qui viennent de Pôle emploi. Donc, je pourrais répondre que sur ce sujet et que ça ne désemplit pas en fait. Mais on voit qu'il y a certains métiers qui sont... formations en l'occurrence sont beaucoup plus appréciées que d'autres, sûrement par rapport à la connaissance aussi justement des demandeurs d'emploi. Ouais. Si jamais vous avez d'autres choses à ajouter, Alexandre, Franck, Mélissa aussi, n'hésitez pas. Alors, justement, je m'apprête à y répondre aussi. Effectivement, les demandes de nos stagiaires est constante, d'accord.
et effectivement, nous derrière, nous sommes toujours soumis au bon fonctionnement de la formation conventionnée, que ce soit par le Pôle emploi ou la région. Et dans les deux cas, nous répondons bien sûr au dispositif par lui-même. Par contre, à côté de ça, nous avons bien sûr ce qu'on appelle des dispositifs de demande et qu'on réoriente directement soit vers le Pôle emploi pour la mise en place d'un projet, soit effectivement par la région pour justement la réalisation de la reconversion. Donc oui, c'est constant. Et après, bien sûr, tout dépend de la disposition du stagiaire. Bien sûr, dès lors on parle de formation conventionnée, et ça touche principalement des stagiaires qui sont demandeurs d'emploi. Après, effectivement, augmente-t-elle de façon régulière? Oui, constamment, parce qu'on est toujours sur la logique du stagiaire qui veut aller plus loin. Donc oui, forcément, et nous essayons effectivement de les faire évoluer au fur et à mesure des années. Donc nous avons des stagiaires qui commencent une formation, qui la terminent, qui passent leur jury, qui vont sur le métier, prendre de l'expérience sur leur métier, et qui reviennent chez nous 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, continuer leur conversion tout simplement. Donc ça, c'est pour la première question. Après, c'est vrai, pour compléter, les métiers du numérique, qui sont très... Enfin, chaque année, ça s'améliore, ça se développe, il y a tout le temps des évolutions. Donc, voilà, je comprends parfaitement vos stagiaires qui reviennent, parce qu'il y a tellement de nouveaux langages qui se développent au fil des années que je pense que c'est nécessaire dans certains métiers. Je confirme. Alors, je vais juste continuer la suite de la question qui est « Et si oui ?» Donc, c'est le cas. Quelles sont les formations les plus demandées? Alors, ça, sur ce coup, je laisse Alexandre et Franck répondre à cette type de questions. Alors, les formations les plus demandées, alors je ne sais pas si c'est vraiment les plus demandées, en fait, si c'est la question, s'il faut la poser comme ça, c'est plus, en fait, nous, c'est là-dessus, je parlais pendant ma présentation des métiers du test, qui représentent plus de la moitié des apprenants qu'on recrute. C'est pas parce qu'il y a plus d'apprenants qui veulent faire ces formations, c'est parce que c'est sur ces métiers qu'on a le plus de besoins. Les partenaires avec qui on travaille ont énormément de besoins de testeurs, beaucoup plus que, je sais pas, de DevOps ou de développeurs. Donc, on s'adapte aussi d'abord, en fait, au débouché. Si je forme 200 développeurs par an et qu'on m'en embauche que 10, oui, j'aurais formé 200 développeurs, j'aurais la rémunération, on va dire, qui va avec, mais on ne remplira pas notre contrat de retour à l'emploi, quoi. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre en rapport des besoins d'entreprise avec des candidats, quoi, et que ça matche. D'où, peut-être pas le nombre de demandes, mais nous, voilà, aujourd'hui, on a plus de la moitié, ce sont des testeurs, et ils ont tous un emploi à la clé. Si les choses, dans les années, certainement, hein, ça peut évoluer, à un moment, changent parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive, il y a des choses qui font qu'il y a peut-être des métiers qui diminueront, disparaîtront peut-être, je n'en sais rien. Dans ce cas-là, bah oui, peut-être que si dans 5 ans, le test est complètement automatisé, que l'IA fait ça très bien et qu'il n'y a plus besoin de testeurs, bah peut-être qu'on formera beaucoup moins de gens en test et qu'on s'orientera plus vers des nouveaux modules qu'on n'a peut-être pas encore construits sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité ou sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est plus une... c'est pas le nombre, enfin les candidats qui sont beaucoup nombreux ou pas sur tel ou tel secteur, c'est surtout pour répondre à une demande réelle du marché, plus que te dire tiens, je vais faire des formations sur quelque chose qui paraît, je sais pas. On a régulièrement des demandes, est-ce que vous faites des formations sur, mettons, tout ce qui tourne dans l'environnement du gaming, du jeu, quoi. Ça a un côté sexy, ça fait rêver beaucoup de gens. Pour avoir quelques échos, c'est pas forcément le secteur le plus sympathique, mais en tout cas, voilà, ça fait plus rêver que de se dire je vais faire du développement informatique pour une banque, quoi. Mais il n'y a peut-être pas de débouché non plus, donc c'est bien de rêver. Mais à un moment, quand on est demandeur d'emploi, la priorité, c'est de retrouver un job d'abord qui nous convient, mais pas de rêver de quelque chose qui n'aboutira pas. Donc voilà, pour répondre en partie, on va dire, j'espère en tout cas, à la question quelles sont les formations les plus demandées, quoi. Alors, effectivement, moi, je vais juste ajouter à ça, et je suis entièrement d'accord avec vous, Alexandre, tout dépend bien sûr de la disposition du marché.
Après, effectivement, quand on a à disposition de la formation comme web designer, infographiste, metteur en page pour des personnes qui n'ont pas, qui ont eu l'occasion de frôler Photoshop parce que ça leur a plu, ils comprennent très très vite que une fois qu'ils ont fait infographiste, metteur en page par exemple, et derrière web designer, ils comprennent qu'il y a l'arrière-boutique. Et là derrière, il y a un dispositif de reconversion qui continue. En règle générale, ils ne s'arrêtent pas à la reconversion vers la créativité, vers les outils de base comme Photoshop, Illustrator, InDesign. Ils vont continuer au-delà. Donc aujourd'hui, vraiment, on a un effet d'équilibre parmi l'ensemble des formations. Par contre, bien sûr, les formations sur tout ce qui est création et autres, et tout ce qui est multimédia ont un attrait, bien sûr. Par contre, nous, derrière, on est toujours aux aguets par rapport aux besoins et fonctionnement du Pôle emploi et de la région qui sont là pour nous alerter en disant, voilà, nous avons plus de demandes là-dessus. Est-ce qu'il y a un dispositif à mettre en place? Est-ce que vous pouvez mettre de la formation plus accrue sur le sujet? Et donc, bien sûr, nous sommes toujours à l'écoute du marché. Donc, les métiers spécifiquement, non. Par contre, bien sûr, derrière, il y a des stagiaires qui s'orientent naturellement vers des premiers métiers qui vont leur permettre de s'orienter vers des métiers plus en tension à la suite. Merci beaucoup. Non, mais c'est parfait. Effectivement, c'est vrai que chaque formation peut répondre soit aux besoins de répondre à la créativité, soit trouver un métier dans les plus brefs délais. Effectivement, ça dépend des motivations de chacun lors de leur reconversion, ce qui est non négligeable. Et effectivement, on tend quand même vers un avenir où chacun puisse se reconvertir comme il le souhaite dans les métiers de son choix, contrairement à l'ancienne époque. Enfin voilà. Je passe à l'autre question, qui est comment ciblez-vous les formations dont les entreprises ont besoin, sachant que nous, on peut répondre un peu à une partie, comme j'expliquais au tout début. On effectue en fait une enquête RH chaque année auprès des membres de Systématique, donc constituée à peu près de 1000 membres. Et effectivement, chaque entreprise est libre de nous répondre en fait quel intitulé, quel poste, quel talent en fait ils recherchent pendant l'année en cours et l'année suivante, et ça nous donne en fait un petit indicatif des profils qui sont recherchés, et ainsi nous on peut créer des job dating en conséquence, ou en fait solliciter nos organismes de formation pour faire des découvertes métiers pour les demandeurs d'emploi. Enfin voilà, enfin pour le cas Systématique en tout cas. Alors, Alexandre, vous voulez peut-être répondre? Okay, je commence. Allez-y, je vous en prie. Alors, en fait, on a des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps, presque plus de 10 ans pour certains. Donc, on est toute l'année en relation avec eux et ils connaissent notre offre de formation. Dans ce cas-là, c'est avec eux aussi que parfois on l'a fait évoluer en fonction, en 10 ans, le numérique, s'il y avait un secteur qui bouge, c'est celui-là. Donc, en 10 ans, il y a des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, des choses qui ont évolué par rapport, si je prenais le module de formation des testeurs ou des chefs de projet MOA des années 2010 et celui d'aujourd'hui. Évidemment qu'il a évolué parce que les entreprises nous ont dit aujourd'hui, nous, on a de plus en plus de clients qui veulent ci, ou nous-mêmes, on a besoin de ça. Et donc, on a fait évoluer au fil du temps notre offre de formation pour qu'elle soit à jour, qu'elle soit dans le marché, qu'elle soit pas juste théorique, universitaire, et que, en final, on a une méthode, oui, qui a peut-être fait ses preuves il y a 15 ans, mais qu'aujourd'hui n'est plus d'actualité. Non, on essaye d'être opérationnel, et notamment grâce aussi le fait d'appartenir au PENIX, qui est une ESN opérationnelle, et d'avoir des consultants comme Aurélie qui a témoigné et qui va en mission et qui connaît la réalité du terrain, nous permet aussi d'être globalement à jour et au courant de ce qui se passe actuellement, et pas d'être sur des technologies ou des méthodes un peu dépassées. Donc, avec les partenaires avec qui on travaille, voilà, on fait évoluer les choses au fil du temps. Avec des nouveaux partenaires, donc, par exemple, moi je suis prospecté pour trouver des nouveaux clients, on va prioritairement leur proposer notre offre de formation, voilà, le test, la MOA, Jira, etc. On va nous-mêmes après, en fonction du marché en général, si on voit, mettons, on parlait tout à l'heure de cybersécurité,
Et on a régulièrement des candidats qui nous postulent chez nous en disant « Est-ce que vous faites des formations en cybersécurité ?» Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir à se dire « Bon, il y a de la demande de candidats, on sait que c'est un sujet qui a de l'avenir, on pourrait envisager de monter un module sur la cybersécurité, voir après qu'est-ce qu'on y met, comment on le construit, voir s'il y a des débouchés. Est-ce que si je forme quelqu'un en 3 mois ou en 6 mois sur la cybersécurité, est-ce qu'il est employable? C'est ça, c'est si en final je fais une formation de 3 mois, mais que en final les recruteurs disent ça suffit pas et c'est pas en 3 mois qu'on sait faire de la cybersécurité, bah, on n'ira peut-être pas dessus parce qu'on se dira en final notre modèle n'est pas capable de former quelqu'un en 3 ou 4 mois sur un sujet aussi complexe. Donc voilà, ça va être voilà, au cas par cas, on va développer au maximum notre activité, mais on va essayer, on parlait tout à l'heure, je parlais de l'IA, ChatGPT, toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit pour pouvoir justement peut-être passer 1 ou 2 jours sur ce sujet dans le cadre de formation, notamment les chefs de projet AMOA ou les testeurs, parce que justement, bah, aujourd'hui tout le monde en parle, demain ça sera notre quotidien, et les personnes qui viennent chez nous venant d'autres secteurs, oui, on en a tous entendu parler de ChatGPT, mais est-ce qu'on a tous le même niveau de connaissance sur d'information sur le sujet? J'en suis pas sûr. Donc c'est peut-être important au moins de mettre tout le monde avec un minimum de compétences et de connaissances sur le sujet, de leur expliquer concrètement c'est quoi ChatGPT, comment ça marche, à quoi ça sert et vers quoi ça peut tendre. Donc voilà, c'est des choses qui font qu'on essaie de suivre en tout cas le mouvement de ce qui évolue dans le numérique, et c'est quelque chose qui est très, très évolutif en tout cas. Voilà. Franck, je te rends la parole. Merci. Alors effectivement, dans notre cas, on est plutôt sur une logique de demande de marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, suivant les chiffres que le Pôle emploi, la région nous remontent, nous derrière, on va bien sûr optimiser la formation. Bien sûr, pour ce faire, nous avons affaire d'une part à nos formateurs qui sont des experts dans leur métier, d'autre part nos études au suivant les grandes écoles du numérique sur lesquelles on est très très assidus, et à côté de ça, bien sûr, on est toujours aux aguets des remontées de nos stagiaires qui vont en stage et qui effectivement ont peut-être un fond logique ou fonctionnel ou pas assez. Et donc derrière, on fait aussi ces remontées d'informations. Donc en fin de compte, nos formations, j'aurais tendance à dire qu'elles sont en constante évolution. Alors bien sûr, sur une fréquence de 3 à 6 mois, pour que justement celle-ci réponde aux besoins fonctionnels du marché en lui-même. Donc je rejoins complètement Alexandre sur la logique où aujourd'hui, il n'y a pas une logique de cibler une formation par rapport à un besoin d'une entreprise. Il y a une logique de cibler une formation par rapport à un besoin général pour que la reconversion puisse être fonctionnelle vis-à-vis de l'individu. Parce qu'un individu, quand il fait sa reconversion de métier, il ne la fait pas suivant que ses envies. Il faut qu'il suive aussi les besoins du marché, de telle manière que sa reconversion soit un succès. À la suite de ça, dès lors où il y a cette disposition, c'est aussi au stagiaire de voir dans quel contexte il va aller au plus loin. C'est pour ça que nous avons fait le choix de mettre à disposition de tous nos stagiaires des tutoriels et ainsi de suite de divers métiers dans chaque métier, pour qu'ils puissent aussi avoir cette logique d'ouverture d'esprit pour répondre aux besoins de sa future entreprise, tout simplement. Voilà, merci. Merci à vous deux. Et je pense que la dernière question va plus s'adresser à Hervé, quels sont les bénéfices de la reconversion pour une entreprise et y a-t-il des risques? Le bénéfice de la reconversion pour une entreprise? Est-ce qu'il y a des risques? Les bénéfices de la reconversion, c'est que, je dirais, si je prends le cas de Marie-Jannick, c'est de disposer de quelqu'un avec déjà un niveau de maturité et de connaissances informatiques et de l'amener je dirais, à un niveau de compétence suffisant pour pouvoir, je dirais, opérer, réaliser les missions qui lui seront confiées donc soit en interne, soit chez nos différents clients, quoi.
Après, les risques par rapport à la reconversion, tout dépend je dirais, tout dépend le risque est minimisé si le, comment dire, si le socle, je dirais, de base a bien été étudié par rapport au métier que l'on veut, en tout cas, le métier qu'on veut assurer. C'est-à-dire que le gap sera d'autant plus grand si quelqu'un, je sais pas, comme j'entendais tout à l'heure, veut faire, je sais pas, un métier sur la partie pen tester, par exemple, donc auditeur technique, si à la base il n'a pas de fortes compétences techniques sur le système, sur le réseau ou sur le développement. C'est sûr que ça va nécessiter un travail assez conséquent pour pouvoir arriver à niveau, on va dire. Donc l'accompagnement, c'est une chose, mais il y a aussi le travail un peu personnel pour pouvoir combler finalement potentiellement le déficit de départ afin de démontrer que l'on a les compétences pour assurer le poste que l'on vise, quoi. C'est un peu ça le risque. Et après, le risque pour l'entreprise, c'est que comme le marché est très tendu, le risque, c'est finalement de former quelqu'un, de faire une reconversion, de l'accompagner et que la personne s'en aille, je dirais, peu de temps après qu'elle est, je dirais, arrivée à maturité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement, hormis l'engagement moral, mais contractuellement, il n'y a aucun engagement qui oblige quelqu'un à rester, comme Marie-Génique, par exemple, qui l'oblige à rester pendant quelques années dans la société. Donc, compte tenu du marché, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, malheureusement. C'est vrai que je sais pas si j'ai répondu à... Si, parfaitement, c'était parfait. C'est vrai que on n'arrêtera pas d'insister que le flux est très tendu. Ça, c'est vrai, on le ressent parfaitement dans les demandes des différentes entreprises. Donc oui, c'était parfait. Écoutez, c'était la dernière question que nous avions en fait. Du coup, je voulais vous remercier tous pour votre présentation. C'était très agréable, très fluide. Merci à vous pour toutes ces informations qui sont très précieuses pour connaître la reconversion par systématique et vous tous. Donc voilà, je n'ai plus trop de mots à ajouter et je pense qu'on va clore avec cette phrase. Merci à vous tous et merci aux personnes qui ont assisté au webinaire. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir.